c'est comment augmenter l'engagement des collaborateurs. Comment on le fait? C'est finalement en ayant des collaborateurs qui ont du plaisir à travailler. Donc le point de départ, il est comme ça. Et finalement, moi, au jour le jour, j'essaye de donner l'envie aux collaborateurs de travailler. Tu te demandes comment préparer ton entreprise au challenge numérique ou comment appliquer un management bienveillant à l'ère du digital? On va tenter d'y répondre avec notre invité du jour. Il est ingénieur civil EPFL depuis 2001, a été certifié coordinateur BIM HES en 2021. Depuis quelques années, il occupe le poste de directeur de McH Berger à Lausanne, où il doit faire face au challenge de la transformation numérique. Pour discuter de ce thème, on a le plaisir d'accueillir Didier Robillard. Salut Didier, merci de participer à cette conversation avec nous et également pour l'accueil dans tes locaux à Lausanne. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, ils peuvent te trouver sur LinkedIn et via ton mail didier.robillard@mchberger.ch. Les liens seront dans la description du podcast. Cet épisode est la première partie de l'interview avec Didier Robillard. La seconde partie arrive dans le prochain épisode. Salut. Salut. Salut Miguel, salut Sven. Salut. À plusieurs occasions, tu nous as mis à disposition tes locaux. Et pour d'autres épisodes, on te remercie beaucoup. Ça, c'était vraiment sympa de ta part. Avec plaisir. Mais pourquoi acceptes-tu, un de tes collaborateurs, d'inviter des externes et parfois des concurrents pour faire un podcast chez toi? Alors, disons, j'aime bien encourager les initiatives des collaborateurs. Et c'est vrai que ça ne me pose aucun problème de mettre à disposition les locaux. Finalement, en ce qui concerne Sven, ça lui fait aussi plaisir de faire ses podcasts dans son lieu de travail. Donc, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Okay. Et c'est même pas par arrière-pensée de publicité ou autre. On a l'infrastructure qu'il faut et finalement, je suis enchanté que les gens choisissent nos locaux pour faire ça, quoi. On te remercie beaucoup. Voilà. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Ça nous évite d'être dehors. Ouais. Il fait froid dehors actuellement, donc voilà. En cette période. Depuis que tu encadres tes collaborateurs, tu t'en impliqué un leadership qui s'appelle Équipe Bienveillant. On sent l'influence de l'auteur Raphaël Cohen. Du coup, tu peux nous expliquer en quoi consiste cette management de bienveillance? Alors, en quoi ça consiste? Donc, c'est vrai que j'ai découvert ça avec le professeur Cohen en allant chez Remondi Formation à une soirée d'introduction en fait pour des études post-grad. Et puis, il a fait une introduction, il a fait tout un speech par rapport à ça, et je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Donc ensuite, j'ai lu son livre, que je n'ai jamais terminé encore actuellement, j'ai honte parce qu'il est pas très grand. Et finalement, j'ai découvert ce leadership bienveillant. En fait, la base de tout ça, c'est comment augmenter l'engagement des collaborateurs. Comment on le fait? C'est finalement en ayant des collaborateurs qui ont du plaisir à travailler. Donc le point de départ, il est comme ça. Et finalement, moi, au jour le jour, j'essaye de donner l'envie aux collaborateurs de travailler. Voilà, donc ça se fait sur plusieurs axes. Ça se fait sur le cadre de travail. Comment est-ce qu'on parle aux collaborateurs quand des fois ils ont fait quelque chose d'un peu moins bien. En fait, disons, il faut toujours être dans le respect des gens. Et disons, je dirais mon motto, ou je sais pas comment on peut dire, c'est plutôt d'élever le collaborateur. Ça veut dire que c'est pas se mettre soi-même en avant, mais c'est plutôt de faire que le collaborateur s'améliore. Donc, tu n'as pas fini l'ouvrage de professeur? J'ai pas fini l'ouvrage, non. Donc, tu n'as pas été jusqu'à la numéro 48. C'est quoi le numéro 48? La règle, apparemment, c'est une règle salutaire, parce que je l'ai lu ça. Okay. Et c'est le zéro sale con. Exactement. Alors, le zéro sale con, mais je l'ai lu aussi, le zéro sale con. Alors, dans toutes les entreprises, il y a un sale con ou des sales cons. Et c'est vrai que le but, c'est d'avoir le zéro sale con. Mais je dirais que c'est très compliqué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, même dans le passé, on doit composer avec des caractères différents, avec des façons de travailler. Donc, chacun a son histoire avant de venir au travail. Chacun a son histoire en dehors du travail aussi, et ça influence sa façon d'être au travail. Et c'est vrai qu'on essaye le zéro sale con. Et c'est compliqué, et je dirais le sale con éventuel, hein, on essaye de le rendre plus sale con, si je peux me permettre d'avoir dit autant de vilains mots dans un podcast. Mais c'est vrai que nous, on essaye, et je dirais aujourd'hui dans le bureau, si je devais analyser
on n'a pas de sale con, si je peux me permettre. Donc, pour moi, on arrive aujourd'hui au zéro sale con. Ok. Mais je trouve très dur comme terme le sale con. Hein. Oui, bien sûr. Après, il faut définir qu'est-ce que c'est un con. Ouais, exactement, il faut le définir. Mais disons, je pense qu'aujourd'hui, avec l'ambiance qu'on a, j'ose presque dire qu'on a zéro sale con. Voilà. Ok. Ouais. Comment fait-on cette approche managériale soit partagée pour d'autres personnes dans un rôle d'encadrement ou dans un groupe de personnes? Comment tu fais justement cette passation, Comment je transmets cette philosophie à d'autres collaborateurs, mais des chefs de projet, par exemple. Alors, je dirais, j'aime bien beaucoup coacher les gens. Donc, ça veut dire que quand les gens ils donnent des consignes à d'autres collaborateurs, souvent, je vais donner des feedbacks. Alors, ça se fait toujours un peu en cachette auprès de la personne. Je ne fais pas de conférence pour dire, toi, tu as fait ça de faux. Mais c'est vrai que j'aime bien donner des feedbacks. Par exemple, si quelqu'un n'a pas parlé de manière appropriée à quelqu'un d'autre pour lui donner une tâche à faire et tout ça. Donc, c'est vrai que souvent, je vais expliquer. Mm-hmm. Donc, voilà. Puis après, je dirais par l'exemple, je pense que les gens qui sont dans ce bureau, je ne veux pas dire qu'ils rentrent dans un moule, mais c'est vrai que comme on engage beaucoup de jeunes collaborateurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas déformés par autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent dans le bureau, ils voient comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on a un bon esprit d'équipe, et c'est vrai que, je dirais, par l'exemple, ça fait beaucoup. Ouais. Oui. Tu montres toujours cet exemple dans tes meetings ou dans tes séances. Tout à fait, oui. Ok. Oui. Donc, du coup, cet exemple-là... Oui. Toujours respectueux, j'essaie toujours d'encourager, que ce soit pour les formations, pour d'autres choses. Il n'y a jamais tellement de freins et j'aime pas frustrer les gens. Je me dis, si je dois dire non à quelqu'un, il ne faut pas dire non. Je pense qu'il faut bien expliquer pourquoi, pour que la personne, finalement, elle puisse comprendre et puis qu'elle se sente toujours à l'aise et motivée à faire son travail. Ouais. Voilà. D'accord. Et comment on fait partager ces valeurs dans une entreprise qui s'agrandit? Alors, c'est vrai que ça devient compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on est une trentaine de personnes. Ouais. On fait partie d'une holding où on est 750 à 800. Hein. Le chiffre, c'est vrai, il varie assez rapidement. Il faut que j'aille sur le site internet d'ailleurs pour voir parce qu'il y a un petit compteur. Comme ça, je vois combien on est. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a plutôt une organisation horizontale. Donc, je dirais ça facilite aussi cette bienveillance. Ça veut dire que tout le monde peut parler avec tout le monde. On a des discussions ouvertes. Les bureaux sont ouverts, on n'a pas de silos, on n'a pas de département, donc ça marche bien. Mais je pense que ça marche jusqu'à une certaine taille. Aujourd'hui, avec la taille qu'on a, 30, je pense que c'est encore gérable, mais je me dis, dans le futur, peut-être si on est 40-50, ça va devenir un peu plus compliqué. Ok. À transmettre justement cette management. Oui. Après, c'est clair que ça se fait... aujourd'hui, je dirais, il y a la direction, il y a des chefs de projet, il y a des ingénieurs, et puis c'est vrai que... je dirais ça se transmet avec notre organisation horizontale, ça se transmet de manière horizontale. Je pense dans le futur, c'est vrai que la direction devra donner sa philosophie aux chefs de projet qui eux-mêmes transmettront ça plus bas. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin avec le nombre qu'on est. Ouais. Donc j'estime que tout le monde dans le bureau entend les messages et puis voit aussi les comportements des autres. Okay. Donc, je dirais le mimétisme, il est important. Quand on est une taille comme nous, je pense que les gens, ils voient comment les collègues collaborent, et je pense que c'est ce qui fait beaucoup dans l'apprentissage de tout ça, en fait. Et puis, être un manager ou un leader, ça nécessite d'avoir des capacités de communication, d'empathie, de vision, puis bien d'autres. Comment tu fais pour progresser dans ces domaines? Est-ce que tu suis des cours? Est-ce que c'est par la pratique? Est-ce que tu vas justement, comme tu as dit, Jérôme, dit formation pour voir des choses et puis t'inspirer de ça? C'est quoi ta façon de progresser dans ce domaine-là? Alors, je dirais jusqu'à maintenant, c'était plutôt l'expérience du terrain. Alors, c'est clair que quand on commence dans ce métier, c'est vrai qu'on vient de finir les études, on commence ingénieur. Après, on travaille avec certaines personnes. Après, on change d'employeur. Et c'est vrai qu'on évolue. Et l'évolution, elle vient aussi de manière naturelle. Ça veut dire qu'un jour, on m'a dit « Didier, tu seras le prochain directeur », sans forcément me préparer. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, entre guillemets, je suis devenu directeur. Et puis après, je dirais, pour l'instant, c'est l'apprentissage de terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques bouquins aussi. Les formations continues, je pense que c'est hyper intéressant. Là, j'ai fini mon CAS en coordination BIM qui m'a pris énormément de temps. Hein.
Donc c'est vrai que je me suis beaucoup investi. C'est vrai, je ne sais plus combien d'heures, mais j'ai tout monitoré, en fait, toutes mes heures, j'ai tout enregistré sur mon téléphone parce que ça m'intéressait de voir quel jour j'avais travaillé et combien de temps pour faire, par exemple, le travail de diplôme. Et j'étais très satisfait de mon travail de diplôme. Mais ça m'a demandé un investissement qui était grand. Et maintenant, j'ai besoin, je pense, de 2-3 ans avant de regarder une autre formation qui m'intéresse. Ça, c'est clair, tout ce qui est leadership, je pense que c'est toujours intéressant. Ouais. Je pense d'un côté, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est aussi bien. Donc oui, alors pour l'instant, c'est le terrain, mais je dirais dans le futur, bien volontiers pour que je trouve une formation supérieure pour m'améliorer là-dedans. Ouais. Donc, une formation du style plutôt côté forcément management, mais dans le... Donc, quel type tu penses je sais pas, c'est un style quoi, un CAS ou style plutôt... Ouais, style CAS, ouais. Ouais, je pense que là, après des MBA ou des choses comme ça... Ouais, justement, je pense peut-être à ça aussi. Ouais, disons, je suis pas forcément convaincu de l'intérêt de ça. Je préfère un CAS, c'est peut-être moins demandeur en termes d'investissement, même si chacun fait l'investissement qu'il souhaite, hein, ça c'est clair. Puis comme moi, j'aime bien aller au fond des choses, donc ça me demande énormément d'investissement, mais ce serait plutôt un CAS, voilà, je regarderais plutôt un CAS ou même des plus petites formations continues. Ça aussi, ça peut être intéressant. Après quelques années de pratique, un jeune ingénieur va devoir, je dirais, des petits projets et donc une équipe. Comment les former à la gestion d'équipe Comment les former à la gestion d'équipe? Est-ce que par la pratique, donc ou par une formation spécifique? Comment on fait? Alors, chez nous, c'est plutôt par la pratique. Ça veut dire que les gens, ils évoluent lentement. Hein. Lentement, je dirais, un jeune ingénieur chez nous, c'est vrai qu'assez rapidement, il va gérer des collègues. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je dirais, après, il va devenir chef de projet, mais ça prend quand même, je dirais, environ 5 ans. Hein. Il ne peut pas être chef de projet du jour au lendemain. Et puis, du fait de ce lent apprentissage, finalement, il peut acquérir les bases nécessaires. Et puis, c'est vrai qu'il est quand même encadré. Donc, ça veut dire que petit à petit, on introduit d'autres notions. Ça veut dire qu'au début, il fera peut-être que des calculs. Après, il va peut-être gérer des dessinateurs, par exemple. Et après, plus loin, on va introduire la notion de rentabilité sur les mandats, d'honoraires. Après, il fera des offres. Et puis, finalement, il apprend comme ça. Donc, petit à petit, en fait. Okay. Voilà. Et la gestion d'équipe, il apprend aussi petit à petit. Exactement, oui, tout à fait. La gestion d'équipe, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que les gens, ils ne sont pas nés forcément pour gérer d'autres personnes. Mais ça aussi, il apprend petit à petit. Parce qu'au début, il traite avec une personne. Et puis après, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a des ingénieurs plus jeunes que lui. Et puis il va se dire ah ouais, alors maintenant, c'est vrai que je peux me monter cette tâche finalement que je faisais jusqu'à maintenant. Et je vais plutôt gérer des gens. Mais je pense que ça se fait assez naturellement chez nous. D'accord, okay. Peut-être dû à notre taille. Et voilà. Mais du coup, quand on parlait justement de manager les équipes, mais quand si quelqu'un demande une petite formation de manager, ça, il n'y a pas trop. Aucun problème. Moi, j'y vois un bénéfice. Pourquoi ? Parce que lui, il va faire cette formation, il va revenir avec des nouvelles idées. Et pour moi, ça peut être que bénéfique. Il va nous dire, voilà, moi, j'ai vu ça. Donc, pour moi, c'est tout du bénéfice. Ouais, d'accord, ok. Hein? Ok. Après, c'est clair qu'il ne faudrait pas que demain, 30 personnes viennent dans mon bureau me demander de faire des formations. Mais disons, ce n'est pas le cas, ce qui est un peu dommage. En fait. Okay. Faudra bientôt pousser les gens à ce qu'ils se forment, en fait. Est-ce que c'est la question, tu m'as répondu à la question justement, est-ce qu'on apprend plutôt sur le tas, donc on fait un peu les deux, donc, du coup. Alors moi je dirais chez nous les gens, c'est vrai, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que les gens ils s'investissent dans les heures de travail, donc ils sont moins chauds à faire des formations continues. Alors est-ce que le travail il est trop exigeant, hein, dans les 8 heures et quelques par jour, ou ceux qui font des heures sup, et c'est vrai qu'il y a peu de demandes de formation, donc je dirais aujourd'hui ils apprennent sur le tas, oui. Ils apprennent sur le tas de dire chef de projet et gestion d'équipe. Ouais. Mais ça vient lentement, donc ça veut dire qu'ils ont le temps d'apprendre. On ne les engage pas, puis du jour au lendemain, on dit maintenant, toi, tu es chef de projet. Je dirais que chez nous, ça prend du temps. Et c'est vrai que, de nouveau, l'organisation horizontale du bureau fait qu'il n'y a pas vraiment de nomination, finalement. Aujourd'hui, on se pose toujours la question, même moi en interne, je me dis des fois, mais qui est chef de projet, en fait ? À qui on a donné l'étiquette chef de projet ? Et voilà. Et nous, on n'a pas forcément cette organisation.
ça se fait naturellement, en Ouais. fait. D'accord. Ok. Et du coup, quels sont les critères pour avoir ce titre, ce rôle? De chef de projet. Ouais, chef de projet ou encadrement, ouais. Alors, il faut avoir les épaules solides. Hein, je dirais ça, c'est un critère. Parce que le chef de projet, en fait, il est très exposé. Hein, il va au contact des clients. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la construction est assez compliqué. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, c'est ça, c'est avoir les épaules solides, c'est d'avoir un certain bagage technique. Et puis, à l'interne, c'est d'avoir, comment on va dire ça, d'avoir de l'empathie pour ses collègues, d'avoir la capacité de la pédagogie pour expliquer les choses. Et puis après, je dirais une certaine autorité qui peut être naturelle ou pas, mais si naturel, c'est quand même nettement mieux. Je dirais, si on doit donner du travail à un bon chef de projet, il n'aurait pas besoin d'élever la voix ou de montrer sa carte d'identité de chef de projet pour gérer un projet, en fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, un bon chef de projet, ben, je dirais, voilà, c'est déjà le bagage technique et c'est aussi la compréhension, en fait, des tâches et puis de se mettre à la place aussi de l'autre. Okay. D'accord. Ça aide beaucoup de... C'est pour ça que j'ai fait ce CAS en coordination BIM, c'est pour ça qu'au début, j'ai aussi un petit peu dessiné. Enfin, disons, pour moi, c'est hyper important, quand on donne du travail à quelqu'un, de comprendre ce qu'il fait. Et ça, je déteste vraiment quand quelqu'un nous demande quelque chose, que ce soit à l'externe ou à l'interne, il ne sait même pas ce qu'on fait, et puis après, la personne se permet de juger, ou les délais sont complètement inappropriés. Donc voilà, moi, je trouve que c'est important aussi de comprendre ce que fait l'autre. Et puis, est-ce qu'il y a un environnement propice pour permettre justement le développement de personnes qui vont devoir encadrer ou bien de chefs de projet? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'entreprise pour que ça se passe bien, cette transition, on va dire, d'ingénieur à chef de projet? Bah, ce qu'on a actuellement dans ce bureau. Non. Bah, disons, au niveau de l'environnement, je pense pour la transition, c'est laisser du temps et puis il faut laisser la personne s'épanouir. Je dirais, on voit tout de suite dans les différents profils qu'on a en interne, on voit pas tout le monde arrivera à être chef de projet. Donc ça, on le ressent aussi. Hein. Je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose d'inné aussi, mais disons, je pense la personne, comme je disais, le bagage à l'extérieur ou peut-être les expériences précédentes font que la personne est peut-être plus formatée pour devenir un chef de projet ou pas. Ou il y a aussi un intérêt personnel. Il y a des gens, ils n'ont pas d'intérêt de faire plus que leur travail, peut-être un peu trop répétitif. Puis il y a d'autres personnes qui aspirent en fait à prendre plus de responsabilités. Mais du coup, comment tu le vois? Ben, ça, on le voit chez les personnes. On voit les personnes qui sont un peu plus débrouilles. On ressent ça quand on parle, par exemple, d'offres ou d'acquisition. On voit les personnes qui ont plus d'intérêt, les personnes qui viennent demander par exemple, est-ce qu'on s'en sort sur ce mandat? On voit qu'il y a un certain intérêt à l'aspect financier. Donc ça, on le voit. Puis après, on le voit aussi au jour le jour. On voit comment la personne, elle arrive à gérer d'autres collaborateurs, finalement. Ça, on le voit, hein, si ça se passe bien, si elle arrive à se faire entendre et tout ça, si les relations se passent bien. Donc ça on le voit, en fait. Et puis d'ailleurs, depuis peu, il y a Yasmine Pinferetti donc, qui a rejoint la direction. Oui. Bravo à elle, déjà. Oui. Tu trouves important que la nouvelle génération commence à s'impliquer un petit peu plus dans la stratégie et puis le développement du bureau? Oui, très, très intéressant et très important. C'est vrai que aujourd'hui, dans la direction... Alors moi, je ne veux pas me considérer comme l'ancienne génération, mais disons, moi, l'avantage, je suis entre deux générations et je subis la révolution numérique, hein, de toutes les révolutions industrielles, hein, la révolution numérique. Et c'est vrai que j'ai cet avantage d'avoir vu un peu comment on travaillait avant, comment on travaille maintenant, donc c'est très intéressant. Et je dirais maintenant, les jeunes, ils ont connu finalement que la méthode de travail actuelle. Et pour nous, c'est quand même une chance d'avoir d'autres façons de penser. C'est vrai que dans la direction, c'est vrai que les personnes, il ne faut pas avoir des directions comme il y avait à l'époque, où on a uniquement le patron qui a 65 ans. Et puis c'est vrai qu'il a tout le temps sa façon de penser. Moi, je trouve ça très intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi, c'est d'avoir un peu tous les âges dans la direction. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça c'est quelque chose de très enrichissant, et c'est pour ça que je suis très content en fait de pouvoir accueillir Yasmine, qui a accepté aussi ce challenge de venir dans la direction. Voilà. Vous êtes combien, juste pour... Alors là, on est 4. Vous êtes 4? Ouais, Okay. Tout à fait, ouais. On est 4 et on n'est pas opposé à être plus dans le futur. Ouais.
Donc pour moi, voilà, moi je prends plus ça comme une chance, plutôt que de se dire, voilà, de nouveau, on peut se dire, bon, bah, le gâteau, il est tel et tel. Je peux comprendre que dans des sociétés, ils se disent, ah non, mais dans la direction, après, finalement, on doit partager trop de choses. Mais disons, nous, voilà, je dirais, c'est ouvert et on voit tout notre intérêt, finalement, à intéresser les collaborateurs à l'entreprise. Et du coup, comment on prépare la relève dans tous les échelons? Alors, comment on prépare la relève, c'est assez compliqué. Comment on prépare la relève, c'est que il faut trouver des gens à engager déjà, ce qui est quand même un challenge aujourd'hui, hein. Parce que c'est vrai que les métiers de la construction, il est peu attractif, hein, aujourd'hui. Donc d'abord, il faut trouver des gens. Après, il faut les garder, hein. Donc c'est pour ça que, comme ça prend un certain nombre d'années, il faut garder ces gens. Et petit à petit, chez nous, ils ont l'opportunité, en fait, de grandir. Et après, ils peuvent acquérir des actions. Et puis c'est vrai que si les gens ils viennent nous dire, ah voilà, on aimerait, on est intéressé à nous impliquer plus dans l'entreprise, ça c'est quelque chose de très positif et nous on l'accepte bien volontiers. Et du coup, comme tu as dit, tu as de la peine à recruter. Enfin, quel est ton avis sur le marché actuel? Pourquoi il y a autant de peine à que les gens viennent dans le métier? Ouais, disons, je pense que la construction, je ne vois pas la construction comme un domaine très attractif aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tout ce qui est moyens de communication, tout ce qui est les moyens numériques et tout ça. C'est vrai que je pense que ça attire les jeunes. La construction, elle n'a pas fait sa révolution. Donc, on construit la même chose qu'il y a 100 ans. Voilà, donc finalement, je trouve que personnellement, je n'ai pas fait ce métier parce que je l'ai trouvé attractif. J'ai fait ce métier parce que mon père est ingénieur civil et je connais beaucoup d'ingénieurs qui l'ont fait parce que quelqu'un de leur famille l'était. Donc, je comprends tout à fait que les jeunes, aujourd'hui, ils se tournent peut-être vers d'autres métiers. Après, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est que, disons, on fait un peu de publicité, mais pas tellement, c'est beaucoup du bouche à oreille. Et puis voilà, après, mais c'est vrai que c'est compliqué. On prend des stagiaires maintenant, donc on se dit, voilà, on va intéresser les jeunes déjà quand ils sont encore aux études. Donc c'est vrai que ça marche assez bien. Après, il y a du bouche à oreille, et puis on arrive toujours à avoir un stagiaire, là, 2 stagiaires, on aura bientôt, là, on a doublé le nombre de stagiaires qu'on prenait à la fois. On prend maintenant aussi des gens qui font leur travail de diplôme en entreprise, donc ils viennent chez nous. Et je dirais, voilà, ça c'est une chance aussi pour nous, parce que la personne, on peut déjà la tester, on peut voir déjà comment elle travaille pendant 6 mois, puis après on crée des liens aussi avec cette personne. Et puis finalement, le but souvent, c'est de garder cette personne. Donc elle repart finir ses études, puis après elle viendrait chez nous, quoi. Disons, là, on est gagnant avec ça. Ouais. Et du coup, comment on pourrait être influencé à mettre plus de jeunes, peut-être aussi qu'on ne parle pas de Yasmine, donc vous avez une femme aussi dans la direction, comment aussi inciter les femmes à venir dans ce métier-là? Alors ça, c'est vrai que c'est une question assez difficile. Je dirais, il y a plusieurs axes. Il y a par exemple l'exemplarité. Alors moi, je me suis dit, ok, finalement, les petites filles, elles ont peu d'exemples de femmes qui sont dans la construction à des postes à responsabilité. Et je dirais ça, si déjà on arrive à promouvoir les femmes dans des postes à responsabilité, ça va donner un exemple aussi pour les enfants. Ils se diront, ah oui, moi je veux faire ce métier, hein. C'est comme on dit pompier, infirmière et tout ça. C'est vrai que pourquoi les gens ils veulent faire ça quand ils sont petits, c'est qu'ils voient ces exemples. Personne a des poupées d'ingénieurs et personne voit ça du monde de la construction. T'as pas eu de poupée d'ingénieur, toi? Non. Mais j'ai quand même fait ce métier, hein. Mais disons, je pense que l'exemplarité... Ouais, moi j'avais un exemple, exactement. Donc moi, je savais ce que c'était, hein, plus ou moins, mais je voyais les bons côtés, hein, uniquement. Mais bon, donc voilà. Donc je dirais ça, c'est l'exemplarité. Après, un autre axe, c'est la flexibilité du travail. Donc, c'est vrai que moi, j'avais un peu regardé toutes ces statistiques, puis c'est vrai qu'il y a 16% de femmes, hein, qui finissent des études d'ingénieur. Après, il y en a peu qui continuent parce qu'elles ont leurs enfants, et puis finalement, après, elles arrêtent de travailler, ou alors le temps partiel devenait difficile dans le passé. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique, elle change, et nous aussi, on est complètement ouverts par rapport à ça, hein, que ce soit homme ou femme, hein, je ne veux pas parler que des femmes, mais disons, chez nous, le temps partiel est rentré dans les mœurs aujourd'hui, hein. Je dirais merci au Covid. De nouveau, je pense avant le Covid, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis nous, on le voyait quand on discutait à la direction, certains membres
avec un peu plus d'expérience, disaient « Ah non, mais moi je ne conçois pas qu'on travaille à moins de 100%, sinon on ne sait pas où aller à personne, ça va être difficile de gérer des mandats. » Finalement, il y a eu le Covid et les mentalités, elles ont complètement changé. Ouais. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent à 45%, à 60%, à 80%, à 100%. Et ça va aider aussi le fait que les femmes, elles puissent continuer leur carrière à côté de l'éducation, en fait. Ouais. Il y a combien de pourcentage de femmes chez Hemsch? Alors nous, on a 20% aujourd'hui. 20%, ouais. Ce qui est peu, et c'est vrai que on essaye. C'est-à-dire, moi, c'est difficile de favoriser, mais disons, on crée un climat. Moi, je compte beaucoup sur le bouche à oreille dans ce cas-là. C'est-à-dire que les femmes ici, elles sont respectées, elles sont traitées à égalité. Je veux dire, il n'y a pas de clichés. Et moi, j'interdis, par exemple, tout ce qui est des clichés sur les femmes. Donc, disons, je ne laisserai pas quelqu'un faire une remarque désobligeante. Donc, ça veut dire que je compte sur le fait que les femmes, elles se sentent bien au bureau, elles puissent peut-être en parler autour d'elles, et puis elles puissent intéresser d'autres femmes à nous rejoindre. Voilà. C'est bien. Étant donné que j'ai une fille, ça c'est bien. Mais par exemple, par rapport aux femmes, c'est vrai, aux apprentis aussi, au niveau des apprentis. Donc, il faut commencer très tôt. Et moi, je dis chaque fois à mes collègues, un peu sur le ton de la boutade, je leur dis, mais moi, je veux une apprentie femme. Vous me trouvez une apprentie femme. Et j'aimerais bien, parce que je vois la monopensée masculine, elle est peu enrichissante. Et là, je suis content, c'est vrai, on a 2 apprentis maintenant femmes, et c'est vrai que c'est bien. Parmi ce monde de garçons, en fait, ça leur ouvre un peu les yeux, et c'est enrichissant, on ne pense pas la même chose, et je trouve que c'est bénéfique pour le bureau. On a parlé de ça en off, mais tu disais qu'on est dans la construction, il y a 16%, ouais, de femmes, 16% de femmes qui finissent les études. Ouais. Donc, ça veut dire que sur le marché, il n'y a pas beaucoup de candidats femmes au poste d'ingénieur, par exemple. Peut-être à mon époque, il y en avait 2. Hein. On était 40 et quelques, donc il y a deux femmes qui ont fini. Et c'est que 2 femmes sur l'ensemble de la Suisse, hein, on va dire peut-être Suisse romande, ça fait, vu le nombre de bureaux, ça fait pas beaucoup de femmes dans les bureaux. Hein. Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut, et moi j'encourage aussi ça, si on peut aller dans des écoles pour montrer le métier d'ingénieur, pour promouvoir ça, c'est bien, comme ça on va déjà tout petit, puis on essaye un peu de changer ces idées sur le monde de la construction qui est exclusivement masculin. Hein. Je pense qu'il y a d'autres domaines comme les éducatrices de la petite enfance, que maintenant il y a des éducateurs ou des choses comme ça, c'est aussi des métiers qui essayent de changer aujourd'hui. Ouais. Puis être directeur, ça vient souvent avec beaucoup de stress, avec une charge de stress. Comment tu gères le stress, toi, et comment tu l'évacues? Alors, je pense que j'ai une grande capacité à évacuer le stress. Donc, que ce soit le stress ou, disons, ça peut être le stress parce qu'on a des délais, ça peut être aussi des déceptions. Donc, je trouve ça, c'est des aspects qu'il faut gérer. Par exemple, si on a une démission, c'est vrai qu'on peut être affecté. Si on fait beaucoup d'acquisitions, on fait beaucoup d'offres, puis c'est vrai que souvent on perd des offres. Donc la première qu'on va perdre, on va y penser pendant un moment. Aujourd'hui, moi, j'évacue directement, je passe à autre chose. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui démissionne, quand il sort du bureau, pour moi, il est déjà parti. Donc j'essaye pas de ressasser, c'est la même chose pour une offre. Donc ça, ce stress, en fait, j'ai l'avantage, je pense, peut-être de par mon parcours, où c'est vrai que j'ai eu des projets relativement difficiles à gérer, et j'ai réussi à apprendre, en fait, à évacuer ce stress. Donc c'est vrai que le soir, je suis relativement zen, et j'arrive bien à le gérer de manière positive. Par exemple, quand on a quelque chose à rendre, ça c'est au niveau stress, au niveau délai, j'arrive à le tourner de manière positive, en fait. Donc ça crée une certaine émulsion. Et puis c'est vrai que dans le bureau, ce qui est encore plus chouette, c'est si on arrive encore à créer une émulsion entre plusieurs, et là on arrive à se motiver, et souvent c'est le cas. Hein. Donc même avec une secrétaire, une fois on a dû rendre une offre, on a tous travaillé le samedi, on s'est échangé des petits messages par WhatsApp, et ça nous crée une émulsion, un encouragement, et j'ai trouvé une très bonne expérience, même si on a perdu l'offre à la fin. Mais finalement, le souvenir de cette expérience, puis d'avoir pu faire ce travail ensemble, même en dehors des heures de travail, j'ai trouvé fantastique. Okay. Quoi. Donc, tu n'as pas de méthode ou de routine pour évacuer? Alors, je dirais, j'ai pas de méthode. Après, je pense que ce qui est important, c'est de faire autre chose à côté. C'est-à-dire, quand on rentre le soir,
ou même le week-end. Je pense que le week-end, il faut profiter. Donc moi, je fais beaucoup de ski en hiver, je fais du vélo en été. J'aime bien les restaurants, j'aime bien les vacances. Donc tout ça, c'est un peu les hobbies à côté qui me permet de vraiment penser à autre chose. Voilà. Donc, du coup, comme tu es une personne pas très stressée, donc tu transmets pas ce stress à tes collègues. Oui, alors ça j'essaye. Alors c'est vrai que quand les gens ils viennent me voir, en principe, comme je suis le dernier recours, hein, souvent ils viennent me voir tout en panique. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est absolument pas paniquer, parce que si je me mets à paniquer, là la personne va le voir, puis on est foutu. Là c'est le cercle infernal, et puis on est foutu. Donc c'est vrai que souvent les gens, quand ils viennent me voir, j'essaye toujours de relativiser. Ça veut dire quand ils me disent « Ah mon Dieu, on a des problèmes », je vais leur dire « Non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Comme ça va directement casser la dynamique négative. Et ça, c'est vrai, c'est hyper important, c'est de soutenir les gens. Donc ça, voilà, ça veut dire que je refuse qu'on me transmette ce négativisme, et je vais faire en sorte d'aider la personne. Je vais dire « Non, mais ça va aller, on va regarder ensemble », etc. quoi. Voilà. Je trouve intéressant. Tu parlais avant justement de démission, qui est une certaine. Ouais, ça peut être une déception. Mais finalement, on a parlé un petit peu avec Nicolas Pierret. Ils ont eu aussi des cas un petit peu chez eux de gens qui sont partis. Puis finalement, il m'a simplement dit, les gens qui partent, finalement, ça devient des porte-paroles pour l'entreprise. Donc, peut-être c'est une déception sur le moment, mais finalement, s'il garde un bon souvenir, parce qu'il peut partir pour plein de raisons différentes, très bonnes, changement d'endroit, changement d'envie de structure, peu importe, c'est pas forcément contre l'employeur, mais finalement, c'est des gens qui vont, s'ils ont gardé un bon souvenir de leur employeur, ils vont peut-être recommander cette entreprise à des gens qui connaissent, des gens qui cherchent finalement cette structure. Donc, ça peut être assez intéressant en fait de faire de ces gens-là des porte-paroles pour la suite. Tout à fait, ouais. Tu vois ça comment finalement la personne qui quitte la société, comment elle est perçue, on va dire, par la direction chez M. Berger? Alors, c'est vrai que nous, quand quelqu'un annonce sa démission, alors c'est vrai que j'essaye toujours de comprendre les raisons, mais de comprendre les vraies raisons, parce que souvent, on nous raconte un peu on sent que c'est pas forcément la vérité. Et puis je dirais que nous, on a de la chance, c'est qu'il y a personne quasiment qui est parti de chez nous en disant je pars parce qu'il y a une mauvaise ambiance, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. On a eu quelqu'un qui est parti parce qu'il en avait ras-le-bol du métier, mais c'est surtout par rapport à l'externe. On a des gens aujourd'hui qui partent, mais c'est plutôt la nouvelle génération, ils ont envie de voyager, donc ça je le comprends tout à fait. Donc la personne qui part, je dirais, il n'y a pas de personne qui nous quitte en mauvais termes. Donc de là, je conçois tout à fait que la personne, et je pense que c'est à notre avantage, c'est bien juste, moi la personne quand elle nous quitte, je fais en sorte qu'on soit en bon terme. En fait, il n'y a jamais d'animosité par rapport à ça. Quand je dis, moi, j'évacue, elle est déjà partie, c'est pour pas ressasser, et pour pas repenser à ça, puis se dire, voilà, pourquoi, c'est trop injuste, etc. Mais je suis tout à fait d'accord. Après, les départs, ils se font toujours dans une certaine sérénité, et personne n'en veut à personne. Ça veut dire que moi, je comprends aussi. La personne qui m'annonce qu'elle veut voyager, moi, je lui ai dit, mais écoute, moi, je comprends tout à fait. Moi, je l'ai fait aussi. Je suis parti 6 mois à l'étranger. Donc, je lui ai pas dit, je t'encourage à le faire, mais j'étais quasiment à lui dire, mais tu as tout à fait raison de le faire. Il faut le faire maintenant. Voilà. Mais après, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Les gens, moi, j'ai toujours la philosophie, il faut toujours être bien avec tout le monde. Parce que les gens, un jour, on va les recroiser. Et c'est pour ça que moi, j'essaye toujours d'être bien. Et c'est vrai que c'est juste. Ça peut faire une carte de visite aussi. Ou même la personne qui part voyager, peut-être dans une année, elle revient chez nous. Donc comme ça sera pas une perte. Tu laisses la porte ouverte quand même, si du coup... Ah, tout à fait, ouais. Moi, cette personne, elle revient, et puis, je veux dire, l'opportunité, on a la place et tout ça, je peux pas signer de papier. La personne en question m'a dit, voilà, j'aimerais aller là, puis après, je suis pas sûr, comment on fait? Puis je lui ai dit, écoute, comme c'est pas un projet qui est défini dans le temps, on peut pas te donner un congé sabbatique, c'est mieux de démissionner, puis si tu as envie de revenir, tu reviens, en fait. Voilà. Mais aucun problème par rapport à ça. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que nous, la petite déception, c'est quand même d'avoir investi dans la personne. C'est vrai que nous, comme on engage beaucoup de jeunes, on les forme quasi de zéro. Et c'est vrai que quelqu'un, après 2 ans, ça a été quand même un certain investissement. Puis on se dit, c'est presque dommage, quoi. C'est presque dommage. Pour nous, et peut-être aussi un peu pour lui, parce qu'il était dans la courbe d'apprentissage. Puis après, moi, c'est vrai que toujours la crainte, c'est que les gens ils quittent le métier. Puis c'est ce qu'on voit de plus en plus.
quelqu'un qui part voyager, on a eu le cas dans le passé, hein, qui est parti en Amérique du Sud, il a fait une année sabbatique, bah, il ne revient jamais dans le métier, malheureusement. Là, c'est vraiment une perte, pas pour M. Berger, mais pour le métier de la construction. Quoi. Il est resté en Amérique du Sud. Alors, il a rencontré sa femme, je crois. Après, il s'est fait endoctriner dans une secte. Et puis après, il fait des. Ouais, okay, il est plus. Non, mais maintenant, il est plus centré sur le bien-être. Okay. Voilà, il vit d'amour et d'eau fraîche, on va dire. Mais il est revenu dans le coin. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est perdu pour la profession, hein, malheureusement. Quoi. Ouais. Voilà. En parlant de bien-être, justement, comment on fait attention avec le rapport au bien-être avec le numérique? C'est-à-dire, maintenant, dans un bureau, tout est numérisé. Oui. Beaucoup de choses. Tu as des ordinateurs, tu as des portables, tu as plein de choses. Comment on fait? On sait que des fois, avec le numérique, il y a forcément une dérive sur le bien-être. Oui. Est-ce qu'il y a, chez Berger, il y a une sorte de charte ou une directive où on fait attention par rapport à ça? Non. Alors c'est vrai que non, et je dirais moi je suis pas le bon exemple non plus. Mais je conçois tout à fait cette dérive. Donc nous c'est vrai qu'on laisse les gens libres, on va pas reprocher à quelqu'un, ni exiger, ni quoi que ce soit, ni demander que les gens ils reçoivent leur email sur le Natel par exemple. Donc c'est-à-dire que les gens ils sont complètement libres. Celui qui a envie de recevoir les emails professionnels sur son téléphone, c'est son vœu en fait, c'est lui qui l'a décidé. Moi, je vois, par exemple, j'ai aucune discipline. Donc, moi, il y a tout qui bip chaque fois que je reçois un mail. Et je m'aperçois aussi que dans le cadre du travail, on travaille beaucoup par à-coup, en fait, puisqu'on est souvent déconcentré. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça, on se sent la responsabilité de répondre rapidement aux choses. Donc, finalement, c'est un peu un engrenage infernal. Quand on reçoit un mail, on y répond. Après, on en reçoit un deuxième, on se dit « Ah, zut, il faut y répondre. Ouais, » Par exemple, pendant les vacances... Donc, je suis aussi joignable, mais là, j'essaie de limiter. Donc, au début, ce que je faisais, c'est que je désinstallais complètement Outlook du téléphone. Comme ça, j'avais pas l'angoisse de cliquer sur l'icône puis que ça m'affiche 300 mails de retard. Donc, ça, juste au début. Mais c'est vrai que souvent, pendant les vacances, je me rends disponible aussi. Donc, c'est-à-dire que je dis aux gens, voilà, c'est bien, si je suis disponible, je peux relire ton truc si tu as envie. Puis c'est ce que j'ai fait les dernières vacances, par exemple. Alors, je prends l'ordinateur avec moi. Et puis, je dis à la personne, voilà, écoute, moi, je suis là, je suis disponible. Si c'était pour une offre, tu me fais relire ta méthodologie, moi, volontiers, je le fais. Et puis, j'ai passé 2 matinées, j'ai aidé et tout ça, donc ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es ouvert pour inversement, c'est-à-dire que les personnes, ils ont besoin de couper, enlever ce stress quotidien de bip, de notification ou autre chose? Est-ce que tu arrives à comprendre que ce genre de personnes, ils disent non, moi, c'est vacances, j'éteins. Tout à fait, je comprends tout à fait, oui. Alors, moi, je ne suis pas le bon exemple, hein, j'ai dit, donc je comprends tout à fait. Je dirais, dans le bureau, il y a peu de personnes qui sont joignables tout le temps. Puis après, on va parler des anciennes générations. Alors ça, c'est encore moins. Hein. Parce que, disons, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est que quand j'ai un collègue qui me dit « Ah, mais j'ai pas vu ton appel parce que mon téléphone, il est resté dans ma voiture tout le week-end. Hein, téléphone portable. » Pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable aujourd'hui. Donc moi, je pourrais pas vivre en sachant que mon téléphone, il est resté dans la voiture pendant un week-end. Mais c'est vrai que ces gens-là, ils sont comme ça. Puis on l'accepte tout à fait. Et je dirais même les jeunes, on n'exige pas du tout qu'ils soient joignables, en fait. Donc, c'est la liberté complète. Pour moi, les vacances, c'est les vacances. Que je n'applique pas à moi-même, bien sûr. Mais pour quelqu'un d'autre, je lui dis, tu es en vacances, tu es en vacances. Et c'est vrai qu'on ne dérange jamais les gens en vacances non plus. Donc, nous, on a cette discipline. La personne, elle est en vacances, on se débrouille. Ouais. Voilà. Okay. Et avec l'expérience, je dirais, je ne suis pas angoissé. Au début, on a l'angoisse de se dire, ah merde, mais il va nous tomber ça dessus. Et donc, au début, ce que je faisais, c'est que je faisais le point avec les gens. Et puis, on essayait de noter tout ce qui pouvait se passer. Et après, j'ai vu avec l'expérience, finalement, rien de ce qu'on avait préparé se passait, mais c'est d'autres choses. Donc après, avec l'expérience, on prépare plus rien. Puis on se dit, voilà, de toute façon, la personne, elle part 2 semaines, 3 semaines. La Terre va continuer à tourner à son retour. Donc voilà. Mais il y a des sociétés, par exemple, je crois que c'est Daimler, là, le groupe Mercedes, qui avait fait Daimler, ça. Ouais. Où eux, ils avaient indiqué, quand leurs employés partaient en vacances, le service informatique, en fait, mettait un message automatique et bloquait l'email en entrée. Pour justement garantir ce droit à la déconnexion, on va dire, de leurs employés. Donc, il y a certaines sociétés où ils font ça, puis en fait, dans le but justement de limiter au maximum le dérangement des employés durant leurs vacances. Ça, c'est peut-être une bonne solution, mais après, d'un autre côté, la personne, elle sera plus responsable de rien. Ça veut dire qu'on risque d'abêtir un peu les gens.
où la personne elle a plus de self-control de sa vie, on va lui dire quand tu as le droit de recevoir des mails et quand tu n'as pas le droit, en fait. Mais je peux comprendre d'un autre côté, hein, avec la dérive, ce qui n'est pas notre cas, parce qu'on n'a jamais eu des gens qui sont venus encore se plaindre pour dire « Ah non, mais moi, je reçois trop de mails, etc. » On a plutôt des gens, on parle toujours du syndrome du héros. Quand ils rentrent de vacances, ils sont fiers d'annoncer qu'ils ont reçu 412 mails pendant leurs vacances. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette logique. C'est pas mal le syndrome du héros. Hein. Ouais. Ça, c'est le héros qui se met en avant parce qu'il a reçu beaucoup de mails. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à ce problème. Par contre, dans le futur, je peux tout à fait comprendre peut-être qu'un jour, qu'il faille mettre ce genre de mesures en place. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai pas de personnes qui souffrent par rapport à ça. Quoi. Parce que forcément, on a de plus en plus de canaux aussi. On a les mails, oui. Après on a Teams, Zoom, tout ce que tu veux. Oui. Après, tu as téléphone, après, tu as plein de choses. Même LinkedIn, on voit plein de trucs. Ça nous fait travailler aussi un petit peu, hein, des fois, pendant les vacances. Hein. Et du coup, moi, la question aussi, c'est que je me dis, du coup, je sais pas, quand tu es concentré dans une tâche ou autre chose, tu reçois un mail. Tu peux répondre à mon mail, tu reçois une petite notification Teams. Je t'ai envoyé un mail, tu peux checker. Alors, peut-être t'es occupé. Et du coup, ce genre de communication où on t'appelle, des fois, ça peut provoquer un certain agacement, un stress. Et je veux dire, c'est comment on gère ce genre de choses. Bon, après, comme tu as dit, les gens sont libres. Ils font ce qu'ils veulent, plus ou moins comme ils le sentent. Mais selon toi, est-ce que tu peux comprendre des fois cet agacement, ce genre de choses? Ah, tout à fait, oui. Alors moi, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que ma méthode par rapport à ça, c'est tant que je peux répondre aux mails, regarder les mails et tout ça, je le fais. Après, au bout d'un moment, la situation, elle devient extrême. Et là, je disparais. Je disparais de la planète numérique terrestre. Donc là, je coupe tout. Je coupe tout. Par exemple, il y a même des fois où je travaille chez moi. Et là, je n'ouvre même plus Outlook, plus rien du tout. Et là, je fais mon job. Mais là, c'est vrai que j'aime pas le faire parce que finalement, il y a toujours des gens qui sollicitent et surtout à l'interne. L'externe, c'est encore moins grave. Mais disons, quand quelqu'un me demande quelque chose sur Teams, j'aime pas ne pas répondre. Je me dis, la personne, elle a besoin d'aide peut-être. Mais alors, souvent, j'avertis en fait les gens. Je me dis, maintenant, je reste chez moi, là, je coupe tout. Et puis, je dois vraiment avancer sur cette tâche. Mais c'est vraiment dans un cas extrême. Ouais. Mais après, je comprends, hein, quand on discute, on a toujours ces pop-up un peu de partout. Ouais. C'est quand même une agression qu'on n'avait pas avant. Oui. Quand j'ai commencé à travailler en 2001, franchement, on faisait des fax. Ceux qui ont connu les fax, ça fait zéro agression, hein, à part un bruit horrible. Mais disons, les fax, ça sort pas à l'appel. Donc, il y avait peu de mails, même si c'était un peu les débuts des mails. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de mails. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Et voilà. Mais après, d'un autre côté, je me dis, voilà, peut-être qu'il faudra peut-être donner un petit cours aux gens. Hein. Je sais qu'il y a c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui forment les autres à se dire, voilà, maintenant dans la journée, j'ai déjà entendu, hein, vous êtes vous-même libre de choisir quand vous lisez vos mails. Il y a des gens qui se disent, voilà, moi je me réserve 1 heure, par exemple en fin de journée, en début de matinée, je fais mes mails, après je les fais plus, puis je les ferai demain matin. Et peut-être que ça, il faudra peut-être l'enseigner aux gens. Ouais. Okay. Mais c'est clair, c'est toujours dans l'idée, plus on fractionne, on va dire, plus on est dérangé dans une tâche, finalement, plus ça va nous prendre de temps pour la faire. On perd aussi en productivité. Tout à fait, oui. Ouais. Et il y a pas mal, en fait, d'entreprises où si tu laisses toutes les notifications activées, tu peux passer ta journée à répondre à des emails. Alors que finalement, si tu bloques effectivement 2 tranches horaires le matin en arrivant, puis peut-être début d'après-midi, peu importe, tu choisis toi quand c'est que tu es d'accord d'être dérangé. Ah, tout à fait, ouais. Et puis du coup, tu peux vraiment te concentrer sur faire avancer les choses que tu dois faire avancer entre deux. Et il y a peu d'emails qui nécessitent une intervention à moins de 4 heures. Tout à fait, ouais. Donc il y a aussi peut-être ce syndrome un peu du héros, comme tu disais avant, de devoir répondre comme ça directement dans la seconde, alors que finalement, la réponse, même si c'est le lendemain matin, ça va très bien. Tout à fait, ouais. Même il y a une jurisprudence, là, je crois que le tribunal fédéral, c'est considéré comme normal de répondre à un email dans les 72 heures, ou je sais plus, ils avaient fait un petit peu cette jurisprudence. Il y avait un procès où quelqu'un avait attaqué une autre personne qui n'avait pas répondu assez rapidement. Et ça avait peut-être entraîné des conséquences XY, et puis ils avaient été au tribunal, puis il y a eu un jugement où le tribunal
a estimé que la réponse dans les 72 heures, c'était un délai tout à fait normal pour répondre. Donc, ils se sont basés sur le courrier B, ou je sais pas comment ils ont fait ça. Mais, Ouais, ok. voilà. Mais tout à fait d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le souci, on va dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi l'usage dans le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients attendent des réponses immédiates, tout le monde attend des réponses immédiates. Puis nous aussi, on a le souci d'être le mieux possible vis-à-vis de notre client. Donc c'est ça qui fait aussi l'envie de satisfaire le client au maximum, et ça nous pousse aussi à répondre dans l'immédiat, en fait. Mais c'est vrai, mais les emails, c'est un aspect. Après, sinon, il y a le téléphone. Hein. Forcément, si tu Donc, ne réponds pas à ton mail, donc ils vont t'envoyer par Teams. Si tu ne ouais, réponds pas à ton Teams, ils vont t'envoyer par téléphone. ouais, mais je suis d'accord. Disons, c'est plus une envie de satisfaire en fait le client. Pour moi, je dirais, voilà, si quelqu'un me pose une question, bah, j'ai aussi envie de lui répondre, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sentirais bizarre je trouverais bizarre de me dire, voilà, j'attends demain matin pour lui répondre, alors que j'ai l'occasion de lui faire une réponse, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est assez complexe, et c'est pour ça qu'il y a des gens dont le métier est ça, hein, d'apprendre comment on travaille aujourd'hui. Hein. Puis ça, c'est vrai que moi, je pourrais pas me prétendre. Voilà, c'est pour ça que si un jour quelqu'un me dit, ah voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire venir quelqu'un pour nous expliquer comment, à l'ère du numérique, on arrive à gérer son emploi du temps, c'est tout à fait ouvert. Ouais. Ouais. Okay. Comment on crée un environnement, un management aussi en général, pour donner plus d'engagement aux collaborateurs? Alors, comment est-ce qu'on fait? Je dirais c'est l'ambiance générale, déjà. Ouais. Donc, comme je dis chez nous, ben, on a des bureaux déjà. Si on regarde l'infrastructure, donc tous les bureaux sont ouverts. On a refusé de mettre des serrures aux portes, donc comme ça les gens ne peuvent pas s'enfermer dans leur bureau. Donc les bureaux sont ouverts. C'est vrai que c'est un tout. C'est par exemple, on prend la pause ensemble. Souvent les gens ils mangent ensemble. Donc c'est vrai qu'on fait en sorte que les gens discutent du travail, discutent d'autres choses, et ça crée quand même des liens entre les personnes. Mm-hmm. Donc ça commence par ça, et après, disons, je sais pas, je veux pas me répéter, mais je dirais aussi la bienveillance vient par l'exemple aussi des gens qui sont dans le bureau. Ouais. Hein. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on est attentif à ça. On laisserait pas quelqu'un qui le serait pas, resterait pas longtemps chez nous. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on engage des gens aussi, ce qui est hyper important, le CV, c'est une chose, mais nous, c'est plus le feeling qui est important. Donc, la personne, elle peut avoir fait toutes les études qu'elle veut, mais je dirais à l'entretien, on regarde toujours si la personne, elle rentre dans notre cadre, en fait. Ouais. Si on se dit, voilà, comment elle peut s'intégrer. Ok. Mais comment aussi tu fais pour que tes collaborateurs actuels soient aussi engagés dans le travail quotidien? Oui. Bah, disons, on intéresse les gens à l'ensemble d'un projet. Ça veut dire que les gens, ils sont pas... c'est pas des exécutants, on va lui dire, voilà, toi, tu me fais ce plan, tu vas là, tu vas là. Donc, ça veut dire que la personne, aujourd'hui, elle a l'avantage de voir l'ensemble du projet. Ça veut dire qu'elle voit les buts, elle a les contacts avec le client, elle peut sortir du bureau, et pour ça, elle est motivée. Ça veut dire qu'on voit l'exemple. Hein, cet après-midi, un collègue, là, il devait faire un plan pour une installation, pour un dépôt ferroviaire. Voilà, on a été visité sur place, mais on a été visité sur place avec lui. Comme ça, lui, après, il va se dire, ah ouais, c'est génial, j'ai vu comment ça marchait, je peux faire le plan, et là, il est tout intéressé à le faire, en fait. Ouais. Et voilà, et on laisse vraiment aux gens la possibilité d'être intégrés dans l'équipe de projet. Ça veut dire que pour nous, il n'y a pas de hiérarchie où on dit, lui, c'est le dessinateur, il ne sort pas du bureau. Au contraire, il sort du bureau, il va aux séances aussi, il peut aller faire des séances avec d'autres collègues dans d'autres bureaux. Hein. On l'a fait sur des projets, ou même quelqu'un de chez nous, il faisait des séances de coordination avec d'autres, et finalement ça, on voit que c'est très motivant parce qu'il prend vraiment part au projet, et il voit que vraiment c'est un pion essentiel dans le projet. Ouais. Et pour moi, ça, c'est la motivation, c'est que la personne, elle se sent vraiment intégrée, et elle se sent faire partie d'un projet, et pas seulement un pion dans un coin qui fait tâche après tâche, et puis qui voit même pas ce qui se passe dans l'ensemble. Ouais. En fait. Et le risque d'avoir des collaborateurs moins engagés, ce serait quoi? Le risque d'avoir des collaborateurs moins engagés, je pense, c'est d'une part la productivité. Alors ça, c'est clair. Et puis d'autre part, je pense, c'est l'ambiance générale. Donc là, on voit, hein, si je m'imagine, si des gens sont moins engagés, après ils vont tirer la gueule, après il y a une spirale négative qui va s'installer. Donc
pour moi, c'est vrai que c'est pas ma philosophie. Donc, je préférais corriger immédiatement. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est comme ça, bah, il y en a peu hein, chez nous, mais il faudrait faire quelque chose pour lui demander, voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu aimerais. Puis elle viendrait dire, voilà, mais moi, j'aimerais plus participer. Et puis ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je le comprends aussi. Il faut se mettre à la place des autres, en fait. Voilà. Et puis du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais à une autre entreprise ou un autre chef de projet qui souhaite en fait augmenter l'engagement de ses collaborateurs? C'est quoi les bonnes pratiques pour favoriser l'engagement? Je dirais le plus important, c'est la communication. C'est d'expliquer à la personne, d'intégrer la personne dans toutes les discussions, de faire participer la personne aux réunions. Donc voilà, moi je dirais vraiment l'esprit d'équipe qui est le plus important. Ça veut dire qu'on intègre la personne et on intègre la personne comme un membre de l'équipe à part entière. On ne fait pas d'hierarchie où elle a le droit de faire ça mais pas ça. Donc pour moi, je vois vraiment là un avantage. Que ce soit dessinateur, que ce soit ingénieur, je vois aussi hein, les jeunes ingénieurs, ils sont intégrés aux séances. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, mon expérience, finalement, il n'y a que les vieux ingénieurs un peu qui allaient aux réunions de chantier, par exemple. Et puis, c'est vrai que les architectes, au bout d'un moment, ils ont vu arriver des jeunes. Typiquement, moi, on m'envoyait à des séances de chantier. J'avais 25 ans, je veux dire, tous les gens autour de la table, ils avaient plus de 60 ans, quoi. Donc, pour dire que la mentalité d'avant, c'était qu'en dessous de 60 ans, les gens, ils sortaient pas du bureau. Hein. Ouais. Et puis, je vois qu'aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et c'est très bien. Et pour moi, c'est comme ça qu'on intéresse les gens. Voilà. Et puis, il y a peu de chefs d'entreprise qui ont l'air de s'en ficher ou de leurs employés, finalement. Pourtant, on a quand même des collaborateurs dans pas mal de sociétés qui sont malheureux ou peu engagés. Pourquoi, en fait, finalement, c'est aussi difficile de mettre tout ça en place en tant que chef d'entreprise? Alors, je dirais que il y a la volonté de l'entreprise. Après, il y a aussi la volonté du collaborateur. Et dans un travail d'équipe, il faut que tout le monde ait envie de travailler en équipe. Et je dirais le collaborateur, peut-être qui n'aime pas son métier, qui n'a pas envie de s'investir. Pour lui, on n'arrivera pas, malgré tout ce qu'on fait, on ne peut pas non plus forcer les gens. Et c'est vrai que cet aspect-là, on ne pourra jamais le changer. Nous, on fait le maximum pour que la personne, elle se sente bien, elle se sente intégrée, motivée. Mais si la personne elle-même ne veut pas faire le pas, là, on ne peut rien faire. Le conseil pour les autres entreprises, donc, du coup, c'est simplement... esprit d'équipe, intégrer, communiquer, je dis beaucoup communiquer et impliquer les gens, en fait, à tous les niveaux, en fait. Il faut montrer aux gens, même, je dirais, des fois, à l'ingénieur, il faut lui expliquer, peut-être les finances, voilà, écoute, on va essayer de faire comme ça va moins bien. Et voilà, la personne comme ça, elle a un peu une vision globale du projet, et elle se sent vraiment faire partie de ce projet. Ouais. C'est des conseils pour les autres personnes. Ouais, tout à fait, ouais. Okay. Ouais. Ce seraient mes conseils, ouais. Voilà. Créer une émulsion entre les gens, c'est vrai que pour moi, ça passe par l'esprit d'équipe et la communication, voilà, ouais. Et du coup, l'esprit d'équipe, est-ce que tu fais aussi une sorte de comment ça s'appelle déjà? Le nom. Team building pour gagner un peu cette cohérence, autre chose. Enfin, cette cohérence de groupe, garder cette ambiance de groupe. Est-ce que tu en fais ou est-ce que... Disons, alors, on n'en fait pas tellement. On fait des sorties, mais pas énormément. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais on fait. On essayait avant, on faisait une sortie d'hiver, une sortie d'été. Maintenant, on fait une sortie d'été. On essaye de faire autre chose. Là, on va faire un. Comment ça s'appelle? On va faire un. Avec Lara, là, elle a organisé, tu viens là. Un escape game, voilà. On va faire ça. Mais disons, il n'y a pas de. Je regarde des fois pour ces team building et je m'intéresse aussi à. Des fois, j'entends des trucs là pour des peintures. J'avoue, je connais des gens. Je dis, vous faites des team building à Lausanne, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en fait pas tellement, à part notre sortie annuelle, à part ces escape games ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Disons, on a besoin de se forcer à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois dans le bureau, il n'y a pas forcément le besoin. Après, si on devait avoir le besoin, il n'y aurait pas de souci de le faire. Hein, mais je dirais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on fait des sorties, là, ça va très bien. On va au marché de Noël ensemble, ceux qui ont envie. Donc, je dirais que ça marche assez bien. Quoi. L'ambiance est bonne. Donc, disons, on ne se pose pas ce genre de questions. Je pense que si l'ambiance était mauvaise, on irait peut-être chercher des moyens pour l'améliorer. Oui.
Hein. Et voilà. Niveau communication, justement, tout ce qui est fait en général par une direction d'entreprise, c'est analysé comme un message par les collaborateurs. Comment on fait pour être consistant dans cette bienveillance? Et puis pas avoir justement de contre-exemples qu'on donne à ses employés. Oui, alors là aussi, c'est vrai que c'est délicat. Il faut faire toujours attention au message. Et c'est vrai que, par exemple, quand on communique à l'interne, on réfléchit beaucoup au message. Et c'est vrai qu'on faut se mettre à la place de l'autre. Et il faut se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que l'autre il va recevoir le message qu'on véhicule? Typiquement, on voit que l'année passée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on répète souvent ces notions de productivité, de rentabilité aux gens. Et c'est vrai que moi, ma crainte, c'est que les gens, ils font le focus là-dessus. Et j'ai pas envie. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire passer un message et de faire en sorte que ce message, il reste positif. Et c'est vrai que ça, c'est tout un art et c'est très compliqué. Et je dirais, en ce qui me concerne, quand je fais une communication pour dire quelque chose de négatif, c'est vrai que je pèse mes mots plusieurs fois et c'est d'autant plus difficile parce que si on le fait par écrit, il n'y a pas d'interaction. Et on l'a fait dernièrement d'ailleurs et c'est vrai que personne n'est venu me voir pour me dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, c'est vrai qu'après, si on fait une séance d'information, comme on a fait l'année passée, pour les gens qui osent s'exprimer, parce que c'est vrai qu'après, il y a encore l'autre problème, c'est que quand on est tout le bureau, il y a la timidité des gens et peut-être ils n'osent pas donner leurs commentaires et tout ça. Mais c'est vrai que, je dirais de le faire oralement, l'avantage, c'est que les gens ils peuvent interagir directement. Et puis, le message, il est différent parce que le message, il est entendu, il n'est pas lu. Et souvent, le problème, c'est quand on lit quelque chose, on peut le lire de manière négative ou de manière positive. Et ça, c'est compliqué. Alors, je dirais le meilleur moyen de communication, c'est pas l'écrit, c'est l'oral. Donc, voilà. Donc, les séances d'information, et c'est vrai qu'on réfléchit maintenant, pourquoi pas faire des petits déjeuners ou des choses comme ça. C'est vrai qu'une séance d'information, c'est une grosse organisation, on a tout le bureau qui est mobilisé, et on peut pas le faire trop souvent. Donc, peut-être mieux faire des petites communications plus régulières. Et ça, je dirais, c'est compliqué, hein, la communication. Et je vois, en tant que directeur, c'est quand même un challenge. On reprochait à l'ancienne direction de pas beaucoup communiquer. Moi, je me faisais aussi cette réflexion en me disant « Ah, mais moi, je ferais mieux. » Et aujourd'hui, mon autocritique, c'est que je me sens pas, au niveau communication, je pense qu'on peut s'améliorer, quoi. Okay. Comme moi, moi le premier, c'est vrai que les gens, je ressens aussi un besoin. Après, ma porte, elle est ouverte. Donc, je veux dire, les gens, ils viennent dans le bureau quand ils ont envie, mais c'est vrai que je touche pas non plus tout le monde dans le message. Ok. Donc, est-ce que tu as des pistes de réflexion? Comment mieux communiquer? Est-ce que tu as des idées? Disons, pour moi, ce serait ça. C'est par exemple mieux communiquer, peut-être faire plus de petites séances d'information, par exemple. Comme je disais, peut-être à la pause, on réunit les gens pendant le quart d'heure, ils boivent le café et puis on peut faire passer un message. Voilà. Donc ça, ce serait une bonne idée. Comme ça, on pourrait le faire plus régulièrement. Ou comme on se disait, j'en discutais aussi avec Sven, par exemple, les outils du bureau, les outils qui sont développés dans le bureau, finalement, les gens qui ne travaillent pas avec ces outils n'ont aucune connaissance de ces outils. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi profiter de faire ces petits déjeuners pour montrer quelque chose qu'on a développé à l'interne. Ouais. Et ça, ce serait une bonne communication. Les emails, on a dit, on en reçoit 400. Finalement, on lit ça, ça passe, ça défile. Est-ce qu'il reste quelque chose du message? Je suis pas sûr. La communication orale, je pense que c'est quelque chose de différent et il y a une interaction avec les gens. Ouais. Donc, c'est mieux. Donc, mon conseil, ce serait de communiquer, en tout cas oralement plutôt que par écrit. Et puis de manière plus régulière, peut-être plus court, pas faire des grands discours, mais voilà, peut-être un quart d'heure, une fois par mois, c'est pas mal. Et je trouve aussi intéressant, c'est pas toujours le même qui parle. Ouais. Donc, pas comme dans ce podcast, on est trois à parler, mais je dirais c'est intéressant aussi de laisser la parole aux autres. Voilà. Après, il faut oser, mais c'est intéressant. Les gens, ils entendent aussi d'autres personnes, et comme ça, on peut aussi intéresser les autres. Ouais. Parce qu'en fait, les collaborateurs, ils demandent quoi comme communication, comme information? Ils veulent savoir quoi les gens, ils sont toujours intéressés la pérennité de l'entreprise, par exemple. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on a assez de travail? Ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, on ne communique pas énormément. On fait, avec les ingénieurs, on fait une fois par mois une séance de coordination. Et finalement, les autres dans le bureau, ils ont le PV à disposition, mais disons, c'est pas...
ils ont à disposition ce qui est écrit dans le PV, on va dire. Donc ça veut dire que si la phrase elle est très succincte pour 10 minutes de discussion, ils ont un résultat qui n'est pas fantastique puisqu'ils n'ont pas toute la discussion qui est venue après. Ouais. Donc les gens, ils sont... Je pense que les inquiétudes, c'est surtout ça. C'est comment va l'entreprise, on a assez de travail, est-ce que les chiffres sont bons, etc. Ok, Bon, c'est ce qu'ils cherchent comme information. Exactement, ouais. Moi, c'est le principal des questions, c'est par rapport à ça. Quoi. Ouais. En parlant de bienveillance, j'ai retrouvé un article. Je vais te lire l'extrait de l'article justement du management bienveillant. Le leader bienveillant doit toujours faire passer l'intérêt du collectif, y compris celui de ses collaborateurs, avant le sien propre. Tout à fait. Du coup, si tu es d'accord, comment tu fais toi pour trouver ton équilibre à toi? Comment pas se perdre soi-même? Comment pas se perdre soi-même, je pense, c'est en comprenant que si les gens autour de soi ils deviennent meilleurs, c'est tout à notre avantage aussi. Donc moi, j'ai aucun problème. Je dirais, c'est vrai que les gens autour, s'ils s'améliorent, pour moi, c'est un enchantement de voir ça, en fait. Donc j'ai pas de souci de me dire, voilà, ouh là là, mais si la personne là, elle va me dépasser ou je sais pas quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu ce problème. C'est pour ça que finalement, ils retiennent des informations et tout ça pour un peu brider un peu les personnes autour. Mais disons, moi, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Donc, finalement, mon développement, je le fais comme j'en ai envie, mais je vais en tout cas pas brider le développement des gens autour de moi, et j'y vois plutôt une chance. C'est que plus les gens ils s'améliorent autour de moi, mieux la société elle se porte, et mieux je me porte finalement. Puisque finalement, moi-même, je suis rien sans les autres. Hein. Je suis 1 sur 30, et finalement, c'est les autres qui font le travail. Et finalement, ça va élever la société. Moi, ça va me donner moins de soucis, par exemple. Donc, aucun problème par rapport à ça. Ouais. Ok. Donc, du coup, c'est pas... T'as pas de conseils à donner aux autres par rapport à ça? Les conseils à donner aux autres, c'est d'écouter les gens et puis finalement de ne pas avoir peur, de la concurrence en interne. Parce que finalement, je vois la seule chose qui pourrait freiner les gens, c'est la compétitivité à l'interne. Hein, c'est que quelqu'un, s'il fait ça, il sera meilleur que moi, etc. Hein, faut pas se cacher. Mais je dirais aux gens, le conseil, c'est faut pas avoir peur de ça. Tant mieux si les collaborateurs ils s'améliorent, parce que finalement, c'est un bénéfice commun qui va en ressortir. Oui. Hein. Seul, on peut être le meilleur du monde, mais on restera seul. Et seul, on n'avance pas beaucoup. Donc voilà. En parlant un petit peu des autres, justement, on avait proposé aux collaborateurs d'MC Berger de te poser des questions, ou une question, puis on avait l'intention d'en prendre quelques-unes à te proposer sur la transformation de leur bureau, etc. On n'en a eu aucune. Quel genre de questions tu aurais voulu voir ou qu'ils te posent? Ouais, je réfléchis. Hein, Qu'est-ce que j'aurais voulu comme genre de questions? Qu'est-ce que j'aurais vu comme genre de questions? Je sais pas, peut-être ma vision de MC Berger ces prochaines années, ou je sais pas comment gérer. C'est vrai qu'on parle beaucoup des clients et comment gérer les clients, comment gérer les affaires maintenant. On voit que le climat il est quand même tendu. Comment est-ce qu'on fait au niveau du bureau? Peut-être ce genre de choses. Ok. Donc plutôt sur l'avenir, on va dire, et le futur du bureau. Ouais, exactement. Ouais. Après, je vois pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. J'ai bien vu d'avoir demandé aux gens des questions, mais je trouve que c'est compliqué en fait. Je m'attendais pas forcément à beaucoup de questions. Disons, moi-même, j'ai de la peine à me trouver des questions si j'étais des collaborateurs. Mais peut-être surtout sur l'avenir. On revient sur on peut revenir sur les finances et tout ça, mais c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et puis voilà, puis on voit que le contexte actuel, il est quand même, il est assez centré sur l'argent, donc voilà, peut-être à ce niveau-là, en fait. On parle souvent de génération. Donc, je sais pas si tu connais les baby boomers. C'est génération des années 60, c'est juste. Hein. Génération X, c'est à partir de 80, jusqu'à 80. Ouais, c'est juste. Génération Y, c'est jusqu'à 2000. Et finalement, c'est les millennials qui sont les plus jeunes.
Toi, je peux te poser une question indiscrète. T'as quel âge? Alors, j'ai 47, je vais avoir 48 cette année. 48. Donc tu fais partie de la génération X. Mhm. C'est juste. Comment aborder le sens du travail avec toutes ces générations-là? Comment est perçu le travail comment est perçu le travail envers toutes ces générations? Parce que M. Berger, forcément, a plusieurs générations. Tout à fait. Comment tu vois chaque génération à l'apport du travail? Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est évident. Hein. Je dirais quand on voit, alors chez nous, c'est vrai qu'on a un peu toutes les générations et on le voit très facilement. Alors, les plus anciens, c'est vrai que les plus anciens, eux, ils sont centrés sur le travail. Donc, c'est le travail, la fidélité auprès de l'employeur, mais c'est le travail sans compter. Alors, moi, je pense que c'est le travail, ça c'est clair. Ma génération, je dirais également, hein, je dirais la fidélité envers l'employeur et l'investissement sans faille, on va dire. Moi aussi, j'ai appris à être assez centré sur le travail. Donc voilà. Donc c'est vrai que jusqu'à ma génération, on dirait que c'est comme ça. La nouvelle génération, hein, je dirais dès les années 2000, je pense que c'est complètement l'inverse. Donc eux, ils sont pas centrés sur le travail. Donc eux, le travail, ben, ça leur donne le pécule nécessaire pour vivre. Mais c'est vrai que pour eux, ben, le bien-être est plus important, tout ce qui est en dehors du travail est plus important. Et puis finalement, ben, il faut l'accepter. Et puis je l'accepte très bien. Donc pour moi, il n'y a aucun souci, je conçois tout à fait. Et j'arrive à le voir, que les plus anciens, ben, ils sont plus axés sur le travail. Et puis finalement, comment est-ce qu'on l'accepte? Et finalement, on permet, on tolère une certaine liberté. Ça veut dire que le plus jeune qui veut partir plus tôt, qui arrive plus tard le matin, ben, c'est vrai qu'on le taquine un petit peu en lui faisant des remarques. Mais sinon, on doit accepter cette façon d'être, en fait. Voilà, on ne va pas forcer. Je dirais moi, j'ai tourné la page de l'ancienne génération qui se dévouait corps et âme au travail. Et puis, je vois aussi, hein, même moi-même, j'ai changé avec ces années. Je me dis, voilà, bah, finalement, il n'y a pas que le travail dans la vie. Oui. Et puis, finalement, on prend aussi l'exemple sur les jeunes. Hein. On se dit, finalement, pourquoi pas moi pourquoi pas profiter aussi en dehors du travail? Donc voilà. Mais ça se passe très bien, en fait. D'ailleurs, il y a une étude là qui vient de sortir hier où le fossé principal en Suisse, c'est pas entre les jeunes et les vieux, ni par rapport aux origines, c'est entre les riches et les pauvres. Donc, je dirais, dans le bureau, on voit entre les jeunes et les vieux, il n'y a aucun problème. Ouais, voilà. Okay. Donc, il n'y a pas de conflit, entre guillemets. Non, pour moi, il n'y a pas de conflit. Hein. Les gens, ils se comprennent. Donc, finalement, voilà. Les plus âgés, ils ont compris que les plus jeunes avaient une autre philosophie. Ça a pris un petit peu de temps, mais aujourd'hui, ils ont compris. Ouais. Ouais. Moi, je suis un peu au milieu, donc moi, ça va. Moi, je prends un peu ce qu'il y a des deux côtés, puis j'essaye un peu d'arbitrer tout ça. Mais je dirais quelqu'un aujourd'hui qui a dans la soixantaine, par exemple, lui, il a eu un autre modèle de travail. Ça, c'est clair. Ouais. Et puis, au début, ben, ils sont peut-être un peu déstabilisés. Puis pour finir, ben, ils voient que le travail, il se fait quand même. Hein, même s'ils ne sont pas centrés, même s'ils ne font pas 40 heures sup par semaine, bah, ils voient aussi que le travail il se fait autant bien qu'avant, quand on faisait des heures et des heures. Ouais, quoi. Ouais. Hein. Bah, d'ailleurs, en parlant de personnes plus âgées, quelle est la pratique que tu as connue? Tu es de 75? 75, ouais. 75. Ouais. Quelle est la pratique, une ancienne pratique un peu perdue que tu aimerais bien récupérer? Ouf, alors, est-ce qu'il y a une ancienne pratique qui était perdue? C'est vrai que pas forcément que j'aimerais récupérer, mais je vois la différence quand j'ai commencé à travailler. Les bureaux étaient hyper cloisonnés et c'est vrai que, bah, comme j'ai dit, on était axé sur le travail. Donc c'est vrai qu'il y avait peu de bruit en fait dans le bureau. Moi, je travaillais dans le bureau, j'étais avec 2 ingénieurs d'expérience. J'osais à peine téléphoner dans le bureau parce que ça faisait du bruit, rien que de passer un coup de fil. Hein. Donc voilà, donc avant c'était un peu comme ça. Téléphone portable. ouais, donc c'était chaque fois le téléphone fixe, mais bon, non, on avait quand même des téléphones portables. Hein. Donc on mettait à la ceinture là, des machins, là, sans fil quoi. Mais c'est vrai que le climat de travail est très austère et on va être très centré en fait sur le travail. Il y avait peu d'échanges par rapport au hobby et tout ça. Donc c'est vrai que les discussions c'était principalement axé sur le travail. Même à la pause aussi, on discutait beaucoup de travail. Donc je dirais ça. Aujourd'hui, peut-être c'est mieux puisqu'on parle d'autres choses et l'ambiance de travail est beaucoup plus ouverte en fait qu'avant. Ouais. Voilà. Et puis peut-être avant aussi,
c'était plus difficile de voir un projet dans sa globalité. Alors, si on n'avait pas 60 ans, on était cantonné un petit peu à des tâches basiques, puis on n'avait pas forcément de vision d'ensemble. Donc ça, aujourd'hui, ça a aussi beaucoup changé. En fait. Voilà. Mais t'as pas d'une pratique spéciale où tu verrais, entre guillemets... Non, disons, de nostalgie du passé, franchement, non, je vois... On était peut-être moins dérangés, comme on disait, il y avait moins d'emails, il y a moins de choses là, mais je dirais non, je regrette rien de ce qu'il y avait dans le passé, quoi. Non, je suis bien dans mon époque, là. Ouais. Et d'ailleurs, on parle d'époque maintenant. Quelle est la pratique que t'aimes bien maintenant disons, alors ce que j'aime bien, c'est ce qu'on parlait avant, c'est un peu le melting pot de un peu toutes ces générations et de ces façons de travailler, de ces caractères. Et c'est vrai que j'adore ça, en fait, ce mélange en fait de façons de penser, en fait. J'aime bien voir. Et c'est vrai que comme je connais bien les gens dans le bureau, je connais hyper bien les caractères. Et puis c'est vrai que des fois, c'est intéressant de voir comment tel et tel travaille avec tel et tel, sachant leurs caractères respectifs. Tu fais exprès? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça, on doit l'apprendre aussi, par exemple. On sait qu'on va pas parler à quelqu'un comme on parlera à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est toute une façon aussi. C'est un apprentissage. En fait, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, en fait. Mieux qu'avec sa femme, par exemple. On dit qu'on passe plus de temps au bureau avec ses collègues qu'avec sa femme, non? Il me semble qu'il y a une statistique comme ça, mais voilà. Bon, je pense au niveau heure, assez facilement. Parce qu'après, on dort normalement à la maison. Mais pour dire, tout ça s'apprend. Non, mais ça va bien. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui te fait vibrer à l'heure actuelle dans ta pratique de tous les jours de ton métier? Parce que finalement, on parle souvent de travail, mais finalement, pour certains, le travail, c'est aussi une certaine passion. Toi, qu'est-ce que tu y retrouves comme chose plaisante et puis agréable? Et c'est plutôt sur le côté technique, plutôt sur le côté relationnel, vu que tu as un petit peu les deux casquettes en tant que chef de projet et directeur d'entreprise. Alors, je dirais peut-être 90% relationnel. Ouais. Voilà, donc moi, alors les projets, c'est intéressant et c'est vrai que quand on arrive à la fin d'un projet, on a une certaine satisfaction. Mais je pense que la satisfaction, elle est de courte durée, après on passe à autre chose. Mais je pense que ce qui reste quand même, c'est comment on a réussi à arriver à la fin ensemble. Et pour moi, je dirais la plus grande satisfaction, c'est quand on arrive à faire quelque chose ensemble, quand on s'est serré les coudes, quand il y a une situation difficile, puis on s'en sort. Et ça, moi, je trouve que c'est où je trouve le plus de plaisir, en fait, dans ce métier. La technique, oui, c'est intéressant, mais la technique, on se répète finalement. Hein. La technique, on en fait une fois, on en fait deux fois. Et je dirais, voilà, le relationnel hyper important et apprendre des nouvelles choses aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant. On voit dans le bureau, avant le Covid, on travaille d'une certaine façon. Il y a eu le Covid, on a énormément appris, on s'est beaucoup transformé. Aujourd'hui, ça marche aussi, ça marche toujours en fait, malgré peut-être la crainte. On n'aurait pas pu faire cette transformation sans le Covid. Et puis voilà, et ça, je trouve fantastique. Apprendre des nouvelles choses aussi. Donc voilà, la technique, l'ingénierie, c'est pas forcément ce qui me passionne aujourd'hui. Voilà. J'aurais pas à le dire, mais voilà. Et puis, par rapport à ces différentes générations, tu vois des tendances dans ce qui passionne plutôt une génération plutôt qu'une autre? Oui. Justement, je vois l'ancienne génération, c'est peut-être plus le défi technique. Donc eux, ils sont plus centrés sur le travail et je pense sur la performance, la réussite. Je vois plus l'aspect vraiment ingénierie, l'aspect technique. Par rapport à la jeune génération qui voit peut-être plus le travail en équipe et le bien-être et se sentir bien au travail. Voilà, d'avoir fait un bâtiment de 15 000 étages, mais dans la douleur, ils auront moins de satisfaction que de faire une petite villa, mais avec plaisir. Ouais. Voilà. Et puis, si on parle un tout petit peu de carrière ou d'emploi, on va dire, du personnel, est-ce qu'il y a des choses qui font rester ou partir justement ces différentes générations? Quelles sont les choses qui les attirent en fait dans un bureau? Alors, qu'est-ce qu'ils font rester ou partir? Alors là aussi, il y a aussi un fossé de génération. L'ancienne génération, on a parlé de la fidélité. L'ancienne génération, je pense qu'elle acceptait des coups de cravache, elle acceptait un petit peu que ce soit difficile, parce que finalement, je pense que c'était dans la société, les gens, ils travaillaient pour un employeur à vie.
un peu comme le mariage. Hein. Je pense que c'était avant, c'était un peu la conception. Hein. Il se mariait à vie, là, il travaillait à vie. Donc, je pense que c'était mal vu dans la société de quitter son emploi et de changer. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je pense que la jeune génération, elle, comme elle est axée un peu plus sur le bien-être et finalement, l'employeur est secondaire. Je dirais le plus important pour ces gens, c'est de gagner leur vie pour vivre. Je pense qu'ils n'ont pas de plan de s'enrichir ou à outrance ou comme ça. Donc, eux, ils travaillent pour vivre. Et je pense que si un jour la situation elle devient un peu plus compliquée pour eux, je pense qu'ils ont moins de scrupules à changer d'employeur ou à changer de métier, hein, finalement. Et ça, je le conçois, je le vois. Hein, aujourd'hui, que la résistance à la douleur, elle est un peu moindre. Et du coup, comment on fait pour les garder, ces talons? Alors, comment on fait pour les garder? On essaie de créer un climat pour les aider. Ça veut dire que s'ils sont rudoyés, par exemple à l'extérieur, on les aide, on les soutient, et puis on les accompagne. Voilà. Mais on essaie de faire en sorte que de nouveau ils se sentent bien. Pour moi, je dis à quelqu'un qui se sent bien, chez nous, il a pas de raison d'aller voir ailleurs. Quoi. Et puis, on a parlé, justement, tu nous as dit que l'ancienne génération était peut-être plus fidèle, mais ils avaient aussi peut-être plus d'exemples de sociétés où ils pouvaient se projeter. On voit dernièrement, il y a énormément de sociétés qui ont fait des vagues de licenciements massifs. Ces pratiques-là, peut-être pour les générations précédentes, ça n'existait pas. Est-ce que ce n'est pas aussi les entreprises qui ne permettent plus à ces jeunes générations de ne pas se projeter en fait, dans le futur autant dans les entreprises? Alors, peut-être dans d'autres domaines, je dirais l'ingénierie ou la construction, c'est encore un domaine particulier où il n'y a peut-être pas ce yo-yo en fait, de licenciement, puis après il y a des réemplois et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a peu de personnes engagées, finalement, personne ne peut se permettre de faire des grands licenciements, mais je dirais dans notre profession, je pense pas. Dans d'autres professions, sûrement qu'on empêche finalement les jeunes de se projeter dans le futur. On regarde Uberisation du travail ou des choses comme ça. Finalement, la personne, un jour, elle fait cette tâche répétitive. Le lendemain, elle fait une autre tâche. Elle n'a plus d'attachement à la société, à son entreprise. Voilà. C'est un peu dommage, on tend vers ça. Mais je pense dans la construction qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans ce cas-là. Mais c'est vrai que ça pourrait aussi tendre vers ça dans le futur. Quoi. Et du coup, comment on attire des talents aussi? Comment on attire ces talents? Alors, je pense le bouche à oreille, en fait, c'est notre principale publicité. Notre réputation aussi. Donc, on essaye de bien faire notre travail. On fait en sorte que les gens ils se sentent bien. Comme ça, les gens ils vont parler autour d'eux. Et puis voilà, c'est vrai qu'au maximum, on donne aux gens un cadre de travail agréable, la flexibilité. Donc voilà, moi, je pense que c'est le principal. C'est ça, ouais. Et du coup, comme tu as dit, tu as un peu de peine à recruter des personnes. Mais comment va le marché, en fait? Pourquoi tu as de la peine à recruter des personnes? On a de la peine à recruter des personnes parce que après le Covid, je pense que le marché est reparti à toute vitesse. Et puis, on ne forme pas assez d'ingénieurs en Suisse, d'une part. Et d'autre part, l'ancienne génération part à la retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a un fossé de génération aussi. Donc, nous, on voit dans le bureau, hein, on passe de 60 dans la quarantaine. Et c'est vrai que dans la cinquantaine, on n'a personne. Donc, il y a eu vraiment ce fossé. Et je dirais, tous les anciens ingénieurs qui étaient en nombre, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc, finalement, on a un réservoir qui est tout petit de jeunes diplômés, en Suisse en tout cas. Et c'est vrai que ça ne suffit pas pour le marché. Hein. Je pense qu'il y a 40 personnes qui sortent de l'EPFL, donc ça fait la Suisse romande. Ouais. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Divisé par le nombre de bureaux, donc on n'arrive pas. Donc finalement, je pense comme dans d'autres métiers, il faut recruter un peu plus loin. Et puis là, nous, il n'y a aucun problème par rapport à ça aussi. Je dirais le principal, c'est le feeling. Hein. Quelqu'un qui parle français, tout ça, nous, il n'y a pas de souci. Mais disons aujourd'hui, je pense pour la Suisse, dans d'autres domaines également, il faut aller chercher un peu plus loin. Puis je dirais même plus loin que l'Europe, hein, puisque on voyait que la Suisse devenait moins attractive par rapport à d'autres pays limitrophes. Hein. Et puis, peut-être qu'il faut aller sur d'autres continents pour aller chercher de la main-d'œuvre, y compris pour l'ingénierie. Hein. Okay. Mais attention, pas de sous-traitance. Notre politique, c'est qu'on n'exporte pas notre
notre savoir-faire. Ça veut dire que le but, c'est pas d'employer des gens en Inde, par exemple, pour faire des prestations ici. Donc, nous, l'aspect local reste encore primordial, en fait, pour faire le métier. Et puis, dans ces nouvelles générations, justement, on a parlé un peu de ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas. Mais au niveau de la formation continue, quelle est l'importance pour ces nouvelles, enfin, pour ces générations? Alors, je dirais la formation continue, c'est un peu un reflet du reste. Donc, comme la jeune génération, elle est moins centrée sur le travail et elle est moins centrée, je ne veux pas dire qu'elle est plus centrée forcément sur ce qui est en dehors du travail, mais disons, elle attache beaucoup d'importance à ce qui est en dehors du travail. Et ça se ressent au niveau formation continue. Je suis toujours étonné, c'est qu'on a peu de demandes de jeunes qui veulent faire des formations continues. Donc ça, c'est quasi inexistant dans le bureau. Et finalement, je me dis, bon, c'est un tout. Ces gens, ils travaillent. Ils n'ont pas envie forcément de s'investir en dehors du travail, même pour une formation continue. Donc voilà, je dirais que c'est cohérent avec la jeune génération, en fait. Parce que la formation continue, en fait, elle serait faite en plus du travail. Oui, pour moi, c'est ça. C'est qu'ils ont déjà leur travail. De s'investir encore en dehors du travail, c'est un peu plus compliqué pour la jeune génération. En fait. Comme tu disais, toi, tu as fait ton travail de diplôme, on va dire, le soir, le week-end, etc. C'est quelque chose qui serait moins répliqué, en fait, par cette jeune génération. Oui, tout à fait. Même moi, je l'ai vu, par rapport à l'investissement, il me faut un petit peu de repos maintenant. Mais après, je suis tout à fait volontaire et j'ai pris énormément de plaisir à faire cette formation continue, même si ça m'a demandé beaucoup de temps. Mais bon, j'ai appris énormément de choses. Et j'en ressors enrichi. Donc, finalement, mon expérience, je me dis, voilà, moi, je l'ai fait, toi, tu l'as fait aussi. Et finalement, des fois, on discute ensemble, on se dit, mais dans le bureau, finalement, personne ne vient demander. Pourtant, au budget, on a un quota d'heures par personne pour des formations continues. Bah, franchement, c'est pas utilisé. Les gens, ils ont moins envie de se former, en fait. Okay. Lors d'une précédente conversation, on se demandait si c'était au collaborateur ou à son entreprise de s'occuper un peu d'évolution du collaborateur. T'en penses quoi? Alors, je dirais, c'est un peu des deux. Je pense que l'employeur, il doit aussi peut-être encourager. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi. De temps en temps, je vais dire aux gens, voilà, maintenant, que ce soit quelqu'un, un dessinateur, on dit, voilà, maintenant, il faut qu'on le forme sur Revit, sur 3D, on fait des petites formations en interne. Donc voilà, nous, on ressent aussi, on se dit, en interne, il faut qu'on active un petit peu cette formation pour les gens, pour les ingénieurs aussi. Des fois, je me dis, voilà, est-ce que tu veux pas organiser une formation sur tel et tel sujet? Quand je vois qu'il y a des sujets qui sont récurrents, je me dis, voilà, on organise. Donc ça, c'est vrai que c'est le rôle de l'employeur. Ou par rapport au BIM, on se dit, voilà, objectif BIM, par exemple, on a fait les certifications pour un certain nombre de personnes. Quand je vois dans des projets, des fois, des gens, ils n'ont pas le langage approprié. Dans le BIM, là, le BEP, ils me parlent comme ça, puis je me dis, ah ben voilà, mais là, ça serait intéressant de leur donner cette petite formation. Et là, ça vient de l'employeur, par exemple. Mais après, d'autres plus grosses formations, tout ce qui est des CAS et des choses comme ça, disons, c'est un peu plus compliqué de le demander à quelqu'un. Moi, je préférerais que la personne vienne et me dise, voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses si je fais tel ou tel CAS, par exemple, ou CAS ou autre formation plus courte, quoi. Okay. Mais c'est vrai que c'est assez rare. En fait. Finalement, quelles sont les connaissances pour lesquelles tu aimerais bien que les collaborateurs d'MG Berger s'intéressent? C'est un peu les domaines où tu vois qu'il y a un manque. Ouais, chez nous, tout à fait, ouais. Je dirais connaissance, peut-être des fois curiosité. Je dirais peut-être aussi dans l'état d'esprit, la curiosité des gens, peut-être pas se cantonner à faire toujours le même travail et peut-être se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Donc ça, je dirais, c'est de la curiosité. Après, aujourd'hui, les connaissances en interne, par rapport à ce qu'on fait actuellement, je pense qu'on les a. J'ai toujours le souci qu'il faut former plus de personnes parce que c'est vrai que tout ne peut pas dépendre que de 2 ou 3 personnes. Donc ça, au maximum, mais ça, disons, on essaie de le faire. Donc voilà, je dirais les connaissances de base, je pense qu'on les a aujourd'hui dans le bureau. Je pense qu'il faut les développer auprès d'autres personnes à l'interne pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir ces connaissances. C'est plutôt ça, c'est plutôt d'élargir en fait ces connaissances qu'on a déjà maintenant. Voilà. Ok, mais t'as pas besoin d'autres compétences, d'autres connaissances qui pourraient enrichir.
Non, actuellement, je dirais par rapport à ce qu'on fait, notre Ouais. champ d'activité, je pense qu'on arrive à faire tout ce qu'on offre, hein, on arrive à assez bien le faire. Après, il faudrait d'autres compétences si on essayait d'aller dans d'autres directions, en fait, hein, ce qui n'est pas non plus exclu dans le futur, quoi, ce qui serait très intéressant d'ailleurs. Mais voilà, mais je dirais actuellement pas, non. Merci d'avoir écouté la première partie de cette interview avec Didier Robir de MC Berger de Lausanne. On le remercie pour cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils à nous transmettre, des thèmes ou personnes que tu aimerais qu'on invite, n'hésite pas à nous faire savoir. La suite de l'interview arrive dans le prochain épisode. À bientôt.